C'est quand la dernière fois que t'as fait une œuvre de charité, de bienfaisance? Si t'en as déjà fait une. Pas facile, hein? Tu vois les bornes au McDo? Ah, non, charlatan. Nous Suisses, nous sommes l'axe du bien, nous ne faisons la guerre à personne, nous sommes neutres et mieux encore, nous sauvons des gens grâce à nos nombreuses œuvres humanitaires et notamment la plus connue et la plus ancienne d'entre elles, le Comité international de la Croix-Rouge. Alors pourquoi sommes-nous si bons? Serait-ce l'eau si pure de nos montagnes que nous buvons ou sommes-nous par nature des êtres de lumière, un peuple prophétique? Dieu, c'est par les eaux que nous puissions passer. Dans cet épisode, on se penche sur cette tradition humanitaire sacrée et encensée qu'on a surtout mis sur pied, faut bien le dire, pour ne pas se faire dézinguer. Bon, je précise d'emblée que pour écrire cette vidéo, j'ai pioché dans pas mal d'ouvrages, mais deux en particulier qui sont passionnants, le livre d'Irène Herman et la thèse de Cédric Cotter. J'ai également soumis le texte de l'épisode à leur regard avisé d'historiens avant d'enregistrer, donc un grand merci à eux. On associe souvent la création de l'humanitaire moderne à la création du Comité international de la Croix-Rouge, le CICR. Le CICR instaure des valeurs universelles, soigner les soldats sur les champs de bataille et porter assistance aux prisonniers de guerre, et ce, peu importe dans quel camp ils sont. Mais en vérité, les principes d'aide et de limitation des souffrances dans les conflits, ça remonte à bien plus loin. Aristote, Thomas d'Aquin, Francisco de Vitoria, ou encore le penseur neuchâtelois Aimère de Vatel et son bandana à la Tupac. Tous plaident pour établir des règles visant explicitement à humaniser la guerre. Certaines traditions religieuses apportent également quelques interdits, mais ce sont vraiment les horreurs du XVIIe, du XVIIIe et du XIXe siècle qui font comprendre aux États qu'il est nécessaire de mettre des règles durant les conflits. Sur les champs de bataille napoléoniens, il y a plus de vétérinaires que de médecins. On atteint des sommets dans l'horreur. En fait, les soldats, ils étaient traités pire que des animaux. La chanson de Monsieur Oiseau, vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Mais l'idée de la création d'organismes officiellement destinés à soulager les soldats apparaît avec la guerre de Crimée entre 1854 et 1856, pas la guerre de Crimée d'aujourd'hui. La guerre de Crimée, c'est l'Empire russe opposé à une coalition formée de l'Empire ottoman, du Royaume-Uni, de l'Empire français et du Royaume de Sardaigne. Ce ne sont pas tant les blessures au combat qui déciment les troupes, mais le froid, la faim, les maladies et les conditions d'hygiène déplorables. La population européenne en est largement informée et s'en émeut. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les moyens de communication et la presse se sont développés. Il y a même des reportages et c'est le premier conflit à être photographié. Et c'est cette médiatisation qui va tout changer. En fait, c'est un peu le combo conflit d'ampleur plus émoi de la population qui va faire naître une pensée qu'on pourrait appeler proto-humanitaire. Coca, publicité... Quand je bois ça, mec, c'est aussi de l'humanitaire, ça. Et ce sont chez les Britanniques et les Russes que ça va le plus bouger en ce sens. Classiquement, on estime que la pionnière de l'humanitaire, c'est Florence Nightingale. Florence Nightingale, c'est une infirmière de la haute société anglaise, scandalisée par les conditions d'existence des soldats. Fin 1854, la jeune femme décide alors d'organiser des escadrons de soignantes chargées de soulager ses compatriotes au front. Elles sont 40 volontaires et à leur retour, elles sont accueillies en héroïnes. Côté russe, on va faire à peu près pareil, mais bon, on est chez les tsaristes, donc c'est assez contrôlé et hiérarchisé, et l'initiative reviendra à un membre de la famille impériale, la belle-sœur du tsar et grande duchesse Elena Pavlovna. Elles fondent les Sœurs de l'Exaltation de la Croix et spécificité, ces sœurs se dévouent au chevet non seulement des victimes de leur propre camp, mais également des soldats ennemis. Pour peu, et ça c'est la petite condition en bas de page, que ceux-ci acceptent d'embrasser la foi orthodoxe. Les chercheurs russes vont donc dire que ce sont les Russes qui ont posé les bases de l'humanitaire moderne, et les Anglais vont dire que la princesse a simplement copié Florence Nightingale. Et aux États-Unis, c'est également une femme, Clara Barton, active dans la guerre de sécession et future fondatrice de la Croix-Rouge américaine, qui symbolisera ce mouvement d'aide.
Historiquement, en Occident, en fait, c'est la figure de la femme qui porte assistance, tantôt sainte, tantôt religieuse, profondément croyante, ou plus simplement emplie d'amour maternel et universel. Mais on s'en fiche un peu parce que c'est d'un mâle blanc protestant suisse dont on va se souvenir, Henri Dunant, qui va pousser la chose plus loin en rendant ses actions neutres et universelles et créer ainsi ce qu'on peut appeler l'humanitaire moderne. Henri Dunant est un bourgeois protestant genevois. Il faut regarder la super vidéo sur le sujet qu'on a faite avec Julien Girardin. C'est hyper instructif pour comprendre un peu la mentalité de l'époque et de cette caste. En fait, au début des années 1850, Dunant part pour l'Algérie comme employé de la compagnie genevoise des colonies suisses de Sétif. En bref, Dunant tente de faire un peu de business là-bas, mais ça péclote à cause de problèmes administratifs. Dunant veut en parler à Napoléon III pour qu'il débloque la situation. Et c'est comme ça qu'il se retrouve à Solferino. Donc la bataille de Solferino, ce sont les troupes françaises et sardes contre les Autrichiens. En une journée, 35 000 soldats sont tués ou blessés. Et pour tout ce beau monde, tenez-vous bien, il y a seulement 3 médecins et leurs 6 assistants, ce qui fait 3888,8 cas par jour par soignant. Bref, c'est une boucherie à ciel ouvert. Dunant ne rencontre pas Napoléon, mais il se joint à la population locale pour tenter de sauver les blessés qui agonisent sur place. Les moyens sont dérisoires. Dunant, qui n'a aucune formation adéquate et qui est totalement bouleversé, a sans doute été bien moins efficace qu'on a pu le dire. En plus, on le voit là sur cette image, il met un costard blanc. C'est pas pratique. Bon, en même temps, les infirmières sont en blanc. Capo Bianco. Capo Bianco. La perle la plus chère du monde, c'est le Capo Bianco. Sa vraie action, c'est le livre qu'il écrira, Un souvenir de Solferino. Dans ce livre, il y a 2 propositions majeures. En premier lieu, il suggère en temps de paix la création de sociétés de secours nationales, permanentes, auxiliaires des armées, qui se chargeraient des soins prodigués aux militaires meurtris lors des combats. Ensuite, et c'est sans doute son invention la plus ambitieuse, il préconise que ces différentes clauses soient scellées par un principe international, conventionnel et sacré. Et ça, c'est nouveau. L'œuvre largement diffusée dans la haute société suisse et européenne rencontre un accueil très favorable. Je vous passe tous les détails, mais avec le soutien des grandes familles protestantes genevoises et avec l'aide de Gustave Moignet et du général Dufour, figure très respectée pour avoir résolu la guerre dite du Sonderbund, et 2 chirurgiens réputés, Théodore Monnoir et Louis Appia, le CICR voit le jour. Le comité des 5, c'est comme ça qu'on les appelle, organise une conférence avec les représentants de 16 États, et ça va donner la première convention de Genève. En bref, les ambulances et les hôpitaux militaires sont neutres, il ne faut pas toucher aux soignants et aux habitants qui portent secours aux victimes, il faut soigner les militaires blessés, peu importe dans quel camp ils sont, et hôpitaux, ambulances et personnels neutralisés porteront comme un signe une croix rouge sur fond blanc. En raison de sa portée à la fois universelle et permanente, cette convention est traditionnellement considérée comme l'acte fondateur du droit humanitaire international moderne. Mais penchons-nous sur l'éthique et les valeurs de Dunant. Dunant est un beau parleur, un charmeur, mais il est surtout farouchement porté par ses convictions, des convictions qu'il tire de sa foi protestante. Il est membre du mouvement du Réveil, il prône une résurgence confessionnelle du christianisme, un christianisme impliqué dans les affaires du monde et qui ferait le bien, et ça c'est important de le comprendre. Il s'inscrit ainsi dans un mouvement hérité de Calvin ou de Rousseau qui prône ce qu'on pourrait appeler les droits de l'homme. Pour Dunant et les familles bourgeoises protestantes genevoises, dont on parle dans le premier épisode, allez jeter un œil, c'est donc plus qu'une œuvre de charité, c'est une mission, une profession de foi. Voilà, ça c'est pour le mythe doré allègrement véhiculé par la Croix-Rouge elle-même, qui n'ouvre ses archives qu'en 1996, donc la transparence côté Croix-Rouge c'est pas top, mais bon. Mais ce qu'on dit moins, c'est que Dunant, ruiné par ses affaires algériennes et la faillite du Crédit Genevois, établissement dont Dunant était l'administrateur, se fait expulser du Club des 5. Bon, déjà être ruiné, c'est mal vu dans les cercles qu'il fréquente, parce que oui, Dieu est amour et générosité, mais il vaut mieux avoir de l'argent dans la bourgeoisie protestante. Et ensuite, il est accusé de faillite frauduleuse, et ça ne passe pas du tout. Dans cette atmosphère de scandale, il est sommé de démissionner du comité international. Donc nous, on le retient, mais finalement, il s'est fait têche, quoi. Moi, jamais je te têche, Julien. Jamais. Même si tu fais des scandales de corruption et que tu détournes du matos de la RTS, je t'ai vu que t'as caché le micro, là. Après l'exclusion de Dunant en 1867, c'est Gustave Moignet qui reprend les rênes de l'institution. Moins visionnaire, mais plus pragmatique, il va inscrire le mouvement dans la durée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Moignet est un personnage à l'éthique
très variable. Moigné est en effet très proche du roi des Belges Léopold II qui n'hésitera pas à commettre les pires horreurs lors de la colonisation du Congo. Et nous avons trouvé dans le décor du cabinet de curiosité par hasard quelqu'un qui ressemble vraiment à Léopold II. Léopold, pas bien ce que t'as fait. Moigné sera même un des penseurs de la colonisation avec sa revue L'Afrique explorée et civilisée, dont le premier numéro sort en 1879. Il sera même nommé consul de l'État indépendant du Congo en Suisse, et pendant ce temps-là, la presse révèle le massacre de la population indigène. Donc pour Moigné, il faut sauver les gens, mais quand ils sont blancs. Comme Dunant, Moigné est convaincu des vertus universelles du christianisme et estime qu'il importe de faire connaître leur excellence à toute la planète. De plus, la colonisation permet de faire de belles affaires. Voilà la vision de la haute bourgeoisie conservatrice genevoise. On va croire qu'on a quelque chose contre eux, mais bon. Dunant et Moigné, des personnages ambigus et avec leur part d'ombre, mais qui auront été à la base d'un projet majeur, créer l'humanitaire moderne et peut-être même sauver la Suisse, comme on va le voir dans le prochain chapitre. Ces protestants, souvent très riches, sont également une génération humiliée. En 1846, Genève a connu une révolution radicale qui a écarté leur famille du pouvoir politique et désormais le pouvoir est aux mains de gens bien moins riches et moins bien ancrés dans les institutions de la ville. Et les grands bourgeois déchus ont été contraints d'abandonner des positions gouvernementales et se sont rabattus soit sur le négoce ou la banque, soit sur l'enseignement universitaire. Donc il s'agit pour eux de retrouver la gloire perdue de leurs ancêtres. On peut dire que la Croix-Rouge a été fondée en partie sur la vengeance d'une caste, et c'est pour ça que ce sera cette caste qui dirigera en vase clos cette institution durant des décennies. Bon, vous allez me dire que ça ne dit pas pourquoi la Suisse est devenue le symbole de l'humanitaire et que pour l'instant je vous parle d'une petite association d'amis, un comité de quartier, comme le dit avec ironie le conseiller fédéral Giuseppe Motta. Le tournant majeur, c'est bien évidemment la Première Guerre mondiale. Alors que l'Europe bascule dans la terreur, le CICR prend de l'ampleur. Ce signe que le monde entier a appris à reconnaître, une croix rouge vers quoi se tend la détresse, l'inquiétude, tout ce qui subit des traitements dégradants, la torture. Pendant la dernière guerre, le CICR a effectué 11 000 visites de camps, distribué 36 milliards de colis. Depuis, il a visité quelques 800 camps, prisons, hôpitaux, regroupé des centaines de milliers de familles. Cela va également faire rayonner la Suisse et l'imposer comme lieu nécessaire et actif de l'humanitaire. Mais c'est moins pour des raisons humanitaires que politiques que le CICR va devenir incontournable. En effet, la Suisse, neutre, craint de se faire envahir. La neutralité n'est pas un totem d'immunité. Julien, le conseil a voté contre vous. Vous êtes bullois. La sanction est irrévocable. Le cas de la Belgique l'a prouvé. Pour les autorités fédérales, il faut montrer qu'envahir la Suisse en fait serait mal vu et contre-productif. Et pour ça, on va jouer à fond la carte de l'humanitaire. Et alors que Berne se montrait un poil frileuse au début de l'aventure de la Croix-Rouge, elle va désormais draguer, voire contrôler l'institution et faire du nation branding ou de l'humanitaire washing. Ça, c'est moi qui invente le terme, peut-être ça existe déjà. Berne se compare sans cesse au CICR et suggère que la Suisse est un pays historiquement humanitaire. La preuve ? Le traditionnel droit d'asile helvétique. Depuis la fin du Moyen-Âge, des milliers d'hommes et de femmes ont trouvé refuge en Suisse pour des raisons religieuses et politiques. Mais bon, cette tradition d'accueil, c'est un peu du caca de taureau. De 1, on accueillait seulement les migrants les plus faibles et les plus prometteurs. De 2, les cantons étaient pas super puissants et pouvaient donc parfois difficilement refuser. Et 3, si un canton refusait, il suffisait d'aller toquer à celui d'à côté. Mais ce n'est pas grave, la Suisse va véhiculer cette image de nation humanitaire à tout va, et pour que ce discours semble crédible et qu'il soit effectif, il doit être assimilé par la population. En fait, il faut inclure le peuple dans le projet, sinon personne n'y croit. Parce que c'est notre projet! Les publications officielles ne vont pas arrêter de le marteler à la population suisse. Photographies, dessins, peintures et cartes postales, tout un imaginaire est véhiculé en Suisse et à l'étranger. Plusieurs motifs reviennent souvent comme les évacués traversant la Suisse ou des femmes de la Croix-Rouge venant en aide à des militaires. Cette figure de la Pietà se confond parfois avec celle d'Helvetia. La Suisse est un îlot de paix et la figure de la femme infirmière permet d'affirmer l'idée d'une Suisse charitable et d'assimiler la Croix-Rouge à la Croix suisse. De nombreux écrits officiels se plaisent à affirmer le caractère naturellement humanitaire de la population locale. En fait, cette dernière serait modestement exemplaire par sa capacité à faire cohabiter les peuples dans un esprit de paix chrétienne, et la Suisse a même pour mission d'unir les races. La Suisse est un modèle, le seul d'ailleurs susceptible de donner l'exemple d'une coexistence pacifiste entre ethnies.
C'est un peu ça la propagande de l'époque. Je remarque depuis le début de la vidéo, je suis hyper speed, je pense que j'arrête le coca là. Non mais tu sais, je fais bla 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 bla, je fais... J'ai pupille dilatée, je bois jamais de sucre et là j'ai l'impression d'être nerveux de ouf. La drogue, c'est mauvais, voyez. C'est mal de consommer de la drogue, alors ne vous droguez pas. Donc cette propagande, elle va très bien fonctionner et de nombreux Suisses vont s'engager dans des œuvres de bienfaisance. Bon, surtout au début, c'est un peu comme nous avec l'Ukraine, tout le monde cadeau au début puis après tout. Outre le fait de ne pas se faire envahir, l'action humanitaire des Suisses va avoir un effet bénéfique pour les gens eux-mêmes. En adaptant la théorie de la comparaison sociale développée par le psychologue américain Leon Festinger, quand on voit une victime étrangère, on se rassure. Cela permet de relativiser sa propre condition dans une période d'angoisse. Et quand on lorgne sur la classe riche et éduquée, on a envie de faire la même chose. Donc si même les bourgeois aident en temps de crise, il faut faire pareil. L'engagement humanitaire apporte également une réponse à une frustration, celle de ne pas combattre. De nombreux citoyens de pays neutres ont d'ailleurs combattu pendant la Grande Guerre. Entre 6 000 et 14 000 Suisses s'engagent par exemple dans la Légion étrangère, ce qui représente la moitié de ses effectifs. Et certains Suisses voudraient que leur pays sorte de sa neutralité. En fait, l'action humanitaire, elle maintient l'unité nationale et rapproche toutes les classes de la société dans une tâche commune. Riches et pauvres, protestants et catholiques, Julien, Tristan, Bullois, Genevois, ouvriers et bourgeois. Moi, je suis l'ouvrier ou le bourgeois? Ah. Clairement. Mais le plus grand fossé qu'il faut combler, c'est... Le rechti. Exactement, Julien, t'as suivi, c'est bien, la barrière de Rechti, le fossé entre romans et alémaniques. Les romans qui penchent naturellement vers la France et les alémaniques vers l'Allemagne. La revue satirique en vue de l'époque, le tu dirais comment La revue satirique en vue de l'époque, le Nebelspalter, résumera bien ses poncifs en détournant subtilement une carte de Yass pour y reproduire, par des clichés, l'opposition entre les deux Suisses. Mais au-delà de quelques minorités bruyantes, la grande majorité du peuple suisse tenait avant tout, il faut bien dire, à préserver l'intégrité et l'indépendance du pays. Finalement, on était assez unis. Main dans la main, donne-moi ta main, Julien. Super. Merci. T'as pas des mains de bourgeois, je vais te dire. J'ai décidé que t'étais plutôt du... des mains qui ont travaillé à la terre. Enfin, tout le monde donne aux œuvres caritatives, du club de foot du coin aux grandes entreprises. Cahiers offre, tenez-vous bien, 640 kilos de bonbons à la Croix-Rouge suisse. Pourtant, pas de bras, pas de chocolat, comme on dit. Pas de bras, pas de chocolat. T'as pas le droit de dire ça. Bon, on comprend mieux comment la Suisse s'est construit un récit, une cosmogonie presque autour de l'humanitaire et comment sa propre population s'est impliquée dans ce projet. Mais est-ce que les promesses de l'humanitaire, et notamment celles du CICR, ont été tenues lors de la Grande Guerre? Parce que c'est un peu ça qui compte au final. Oui, le CICR et les Croix-Rouges nationales ont aidé des centaines de milliers de personnes, ont redonné espoir à de nombreuses familles sans nouvelles de leurs proches, ont visité des camps et ont dénoncé des crimes de guerre, mais il y a tout de même quelques ombres au tableau. Vous commencez à nous connaître, on est un petit peu taquin là-dessus. Tout d'abord, les sacro-saintes neutralité et impartialité promises lors des conventions de Genève n'ont pas vraiment été tenues. Les Croix-Rouges nationales ont œuvré pour leur pays et sous le contrôle de leur gouvernement. La Croix-Rouge française œuvre aux intérêts français, la Croix-Rouge allemande pour l'Allemagne, et ne parlons pas de la Croix-Rouge américaine. Mais bon, on va dire que c'était un peu obligé étant donné que ces secours étaient attachés aux armées nationales. Mais c'est moins justifiable concernant le CICR, l'organe central qui est censé montrer l'exemple. Car si on a vu qu'il œuvrait souvent pour les intérêts suisses, ses dirigeants penchent aussi plutôt pour le camp de la France. La bourgeoisie genevoise est en effet très proche du milieu parisien. Prenons seulement le cas de Gustave Ador, président de la Croix-Rouge entre 1910 et 1928. Le gouvernement français l'honore du cordon de grand officier de la Légion d'honneur en 1902 et la famille Ador a de nombreux liens d'amitié et des business avec l'Hexagone et l'Italie. Des intérêts qui ne cesseront pas une fois la guerre déclarée. Et c'est un peu le cas pour l'ensemble des membres du CICR, un CICR francophile mais tout de même impartial, ce qui compense un peu avec des autorités fédérales, elles, plutôt germanophiles. Et Julien, lui, est bullophile. Qui aime les bulots, les bulots. Autre critique à l'encontre du CICR, celle de manquer de courage quand il s'agit de dénoncer les crimes de masse. On a vu que Gustave Moignet a fermé les yeux sur les exactions au Congo. Le CICR prendra également tardivement position sur les attaques au gaz de l'armée allemande ou le massacre par cette même armée à l'encontre des Herero et des Nama dans l'actuelle Namibie.
qui est considéré comme le premier génocide du XXe siècle. Mais les critiques les plus acerbes portent plutôt sur le double jeu de la Suisse qui aide, mais qui exploite cette misère. Alors que le pays recueille sur son territoire des prisonniers ou des blessés de guerre, la Suisse les loge dans des hôtels, ce qui booste le secteur hôtelier. La Suisse qui envoie ensuite la facture au pays d'origine. Les internés et les réfugiés sont également de la main-d'œuvre bon marché. L'aide serait donc intéressée, dénoncent certains gouvernements voisins. Un autre secteur qui va profiter de la guerre, c'est celui de l'armement et surtout de la fabrication de munitions. Notons que c'est toujours un peu le cas aujourd'hui, c'est même carrément le cas aujourd'hui. Le conflit entraîne évidemment une demande inégalée de munitions et l'industrie suisse a la capacité d'en produire en grand nombre. L'industrie horlogère, par exemple, est capable d'adapter rapidement sa production pour ce nouveau type de produit. Officiellement, la Suisse ne fournit pas d'armes aux belligérants. Officieusement, elle parvient à contourner les restrictions normalement en vigueur. En 1917, les exportations de munitions représentent 13% de toutes les exportations suisses. À Genève, terre du CICR, 10 000 ouvriers sont employés directement ou indirectement par les manufactures de munitions. Si on compare aux effectifs aux quelques 200 employés rétribués de l'AIPG et aux quelques 3000 volontaires qui se sont engagés dans les œuvres de charité, on voit vite que la fabrication d'engins de mort, ça fait vivre pas mal plus de monde que l'humanitaire. Parmi les compagnies produisant des munitions, l'exemple de Picard, Pictet et SIS se révèle très intéressant. Cette entreprise, connue pour fabriquer les automobiles Pic-Pic, réoriente une partie de ses activités vers l'armement et produit des centaines de milliers de fusées d'obus pour les armées françaises et anglaises. Selon l'histoire officielle de la famille, je cite, ouvrez les guillemets, la Première Guerre mondiale valut aux ateliers Picard et Pictet des commandes d'armement qui furent la source d'une prospérité sans précédent, fermez les guillemets. L'entreprise vend dans le même temps d'autres articles à la Croix-Rouge américaine. Les dirigeants de Picard, Pictet et SIS sont impliqués à la fois dans l'armement et l'humanitaire. L'entreprise est dirigée par Lucien Pictet, son frère Guillaume la préside pendant quelques temps avant de devenir membre du CICR en 1919. La Suisse sort gagnante de la Grande Guerre et ce grâce notamment à la Croix-Rouge et à son président Gustave Adolphe. Tout d'abord, nous l'avons vu, le pays réussit à s'imposer comme un territoire neutre et utile. Gustave Adolphe est considéré comme un héros et devient conseiller fédéral. Il continue activement son lobbying pour la Croix-Rouge et grâce à lui, Genève sera choisie pour devenir le siège de la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU. Le 16 mai 1920, la Suisse entre dans la Société des Nations. Genève bétonne ainsi son statut de ville internationale et la Suisse celui de pays où on peut venir négocier pour régler des conflits. Et cet héritage, on en bénéficie encore aujourd'hui. C'est à Genève qu'il y a l'Office des Nations Unies et le siège de nombreuses ONG. C'est à Genève que Biden et Poutine viennent se serrer la main sans calculer Guy Parmelin. Et la Suisse est encore considérée comme la terre de l'humanitaire et des ONG. Ce qui était au départ la revanche d'une caste bourgeoise utilisée par Berne pour protéger le pays est désormais devenu une tradition, quelque chose de sacré. Mais les contradictions sont également restées et on a pu le constater avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Faut-il exporter des armes? Faut-il bloquer les avoirs des oligarques? Toutes ces questions. En fait, vous voulez pas défendre l'Ukraine, vous voulez défendre l'industrie d'armement suisse. Oui, mais si en même temps on peut défendre l'Ukraine, d'une pierre deux coups, c'est ça ? D'une pierre deux coups. Démontage financier du Troisième Reich au conflit en Ukraine, la position de la Suisse est souvent ambiguë et critiquée, et l'humanitaire comme garant moral est de moins en moins entendu. De plus, la Croix-Rouge, elle est de plus en plus fragilisée, et notamment au niveau financier. Elle a récemment été contrainte de licencier 1800 employés. Bon, les problèmes du CICR financier, je sais pas si t'as vu. La Confédération donne pas mal d'argent au CICR et ça se paye des salaires à 300 000. Nous on gagne combien pour faire cette émission? Oh punaise. C'est la stabilité de la Suisse qui vacille selon le journal Le Monde. Donc vivons-nous la fin d'une ère? Devons-nous réinventer un autre discours et se repositionner? Ou finalement, ce n'est qu'une tempête de plus autour d'une île qui a connu d'autres coups de grisou? Enfin, sommes-nous hypocrites ou pragmatiques quand il s'agit d'humanitaire et de diplomatie? On vous laisse nous partager vos réflexions en commentaire et on vous met toutes les sources, tous les liens en description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Likez, partagez et nous on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je reprends du coca. Le taux de glycémie de cet épisode, il est très élevé quand même. En vrai, en plus, j'ai arrêté les sodas. Là, c'est juste parce qu'il faut que j'ai un petit kick. Ça, je laisserai dans l'épisode. Je trouve que c'est intéressant d'avoir des informations sur toi.